Logique Floue est un podcast consacré à l'intelligence artificielle et au monde qui se construit autour d'elle. Au fil des épisodes, des chercheurs, entrepreneurs, philosophes ou acteurs publics viennent partager leur vision de l'IA. D'autres épisodes sont consacrés aux femmes et aux hommes qui la développent au quotidien. Aujourd'hui, rencontre avec Denis Raffin, l'un des tout premiers membres de Spirops. Depuis plus de 20 ans, il participe au développement d'une approche singulière de l'intelligence artificielle fondée sur la compréhension des mécanismes de décision et des comportements. Le point de départ, c'était quand même le jeu vidéo. On voulait faire que on interagisse avec des univers le plus intelligents possible, qu'on puisse jouer à plusieurs ou seul, mais avec un ordinateur intelligent. Voilà. Donc c'est de ça qu'est lancée l'aventure. Et Est-ce que tu peux te présenter et nous dire depuis combien de temps tu travailles chez Spirops ? Oui, alors bonjour, je suis Denis Raffin, je suis chef de projet chez Spirops depuis quasiment la création. En fait, j'ai rejoint Jérôme et Axel qui ont créé la société je me rappelle plus, en 2003. Je travaillais déjà avec eux, en fait, moi j'étais en freelance et je les ai rejoints pas très longtemps après, quelques mois plus tard pour l'aventure. Voilà, je suis là depuis le début. Raconte-moi un peu quelle est justement ta formation et comment tu arrives à travailler avec eux. Alors, à la base, j'ai une formation d'informatique assez classique, informatique de gestion, en DUT, avec une spécialisation après une année supplémentaire. Et en alternance. Donc, en fait, j'ai commencé mon travail en alternance dans du transfert de fichiers, je faisais du réseau, etc. Et j'avais déjà un peu de lien avec des amis qui, eux, faisaient du jeu vidéo à Paris. Moi, je suis de Toulouse. Et j'avais très envie de faire ça aussi. Et donc, à un moment donné, j'ai dit, je tente l'expérience, je lâche tout. Et je suis parti à Paris pour me lancer dans l'aventure du jeu vidéo. Donc, dans une société qui s'appelle Polygone, Feu Polygone, dans laquelle j'ai rencontré Jérôme qui travaillait, qui déjà faisait des missions pour eux, il était aussi en externe, et on a travaillé ensemble sur le même projet qui s'appelait Blue Dot. On a passé plusieurs boîtes ensemble pour finir ce projet, on l'a fini avec Jérôme. À la fin, on était tous les deux. Et c'est là que en fait, l'aventure Spirops a commencé à débuter. Donc moi, j'ai continué à faire des jeux sur téléphone portable, ce genre de choses, avant l'iPhone. Et donc on a continué, mais on travaillait déjà ensemble. On était déjà dans les mêmes locaux. Et puis quand, au bout d'un moment, je me suis dit, c'est mûr. L'activité commençait à démarrer. Je les ai rejoints et me voilà. Vous avez un mode de fonctionnement qui est très particulier, qui vous est propre en tout cas. Est-ce que tu veux me dire, toi, ce que tu apprécies dans ce mode de fonctionnement et ce que tu trouves ici et que tu trouverais sans doute pas ailleurs ? Alors moi déjà, j'ai un parcours un peu particulier parce que j'ai travaillé plutôt dans des petites sociétés, pas forcément dans des grandes sociétés. J'ai été à mon compte pendant 5-6 ans, je travaillais à mon compte. Et je pense que pour moi, ça serait très très difficile de revenir à un mode de fonctionnement différent de cette liberté, entre guillemets, que j'ai eue dans mon parcours précédent. Et donc Spirops m'apporte cette liberté. Donc j'ai liberté dans les choix, dans ma façon de travailler, etc. Alors j'ai un rôle un peu particulier, je suis un des anciens, donc je ne veux pas parler pour tout le monde, mais je pense que c'est le cas quand même globalement qui est assez partagé. Donc déjà il y a une collégialité, il y a une certaine dans les décisions, on se parle, c'est-à-dire que alors on se parle fort, mais on se dit les choses et comme dans toute relation, je pense que c'est important de se dire les choses. Et donc là, on se les dit. On ferme la porte et puis on règle les problèmes. Donc ça déjà c'est sain. On est dans une sorte de relation assez saine à ce niveau-là.
Au niveau des sujets, pareil, c'est collégial dans tous les aspects. Donc, dans l'aspect sélection des projets, donc on peut avoir n'importe qui peut dire bah non, c'est hors de question qu'on travaille avec dans ce secteur. Donc typiquement nous, l'armée, tout ce qui est militaire, on est contre. Donc bon, ça, il n'y a pas de sujet, mais sur d'autres sujets, il peut y avoir. Donc il y a des discussions, et puis éventuellement, bon, bah, les gens qui veulent pas du tout, mais s'il y en a d'autres qui veulent, bon, eux, ils travailleront pas sur ce projet-là. Et puis il y a un côté aussi, alors ça c'est lié au... Enfin, tout se fait, le recrutement c'est pareil, donc finalement on se retrouve avec des gens d'un peu du même bord et politique et éthique entre guillemets, donc tout ce qui est social, tout ce qui est environnemental, etc. Plutôt des gens qui sont plutôt du bon côté. Donc on a voilà, c'est un tout, c'est une ambiance de travail, c'est un désir d'aller dans la même direction. À quel moment finalement l'idée d'intelligence artificielle, et puis au-delà de ça, Spirops qui devient un laboratoire de recherche en intelligence artificielle, à quel moment ça se transforme, ça devient vraiment ça? Nous, on a une affinité avec le monde du jeu vidéo, déjà, on en a fait, et puis on souhaite en faire d'autres. Et donc on a eu des opportunités pour faire plutôt des recherches, un peu plus de recherche dans le monde industriel. Et donc il y a eu différents secteurs qui sont venus. D'abord la simulation de foule, la conduite autonome, donc véhicule autonome, puis dans tout ce qui est ferroviaire, un petit peu plus, pareil, ferroviaire autonome. Alors quand je dis autonome, nous, notre spécialité, c'est la prise de décision. Donc tous les processus, tous les secteurs où il peut y avoir une décision, il y a des décisions qui sont prises et qu'on peut faciliter ou automatiser, on peut proposer des choses. Je vais parler de la voiture autonome, par exemple. Donc, on est toujours dans une idée de reproduire un processus de réflexion humain. Donc, on va se mettre à la place d'un humain dans une situation, donc que ce soit le véhicule autonome ou un train autonome ou un processus industriel autonome. On va se mettre à la place de l'humain. Qu'est-ce qu'il aurait fait dans telle situation? Et on va construire un automate, entre guillemets, qui va faire les actions, qui va prendre les décisions en fonction de critères. Donc déjà, il y a une étude à chaque fois de quelles sont les perceptions, je disais toujours, qui sont nécessaires, les actionneurs enfin, et puis qu'est-ce qui va me permettre de prendre ces décisions. Donc par exemple, pour un véhicule autonome, c'est un conducteur, donc qu'est-ce qui va être en entrée pour prendre la décision de doubler quelqu'un, par exemple, et je simplifie beaucoup, quelles sont les actions que je vais prendre pour le faire. En fait, ça rejoint votre démarche qui est de finalement expliquer à la machine, enfin au cerveau, si j'ai bien compris, vous appelez ça comme ça, comment faire. C'est ça, oui, il y a toujours l'idée, c'est alors à la base, comme j'ai expliqué tout à l'heure, c'était de dire que on voulait exprimer les décisions, le cerveau. En gros, le cœur de notre activité, c'est la prise de décision. Donc, on a un agent, il a des perceptions, il perçoit des choses, il a des envies, etc. Et il va vouloir exprimer ces choses. Donc, soit se déplacer pour aller chercher s'il a faim, ou etc. Soit exprimer à quelqu'un l'envie qu'il a, etc. Et donc nous, on a les outils. On a des outils, par exemple. On a développé des outils pour savoir où est-ce qu'on pouvait se déplacer dans un environnement 3D. Donc ça, c'est une perception. C'est déjà pour la réflexion. Si je sais où je peux me déplacer, c'est déjà pas mal. Ensuite, une fois que je sais où je peux me déplacer, je dois le faire. Donc pour ça, il faut que je puisse me déplacer. Donc j'ai besoin de l'animation procédurale. Donc tout a été construit. Donc on a la carte des technologies des briques. En fait, elles ont ces deux briques, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, il faut se rappeler. Donc on travaille pas mal sur la mémoire. Il faut savoir
avoir une mémoire de toutes les interactions qu'on a eues pour pouvoir éviter de redire tout le temps la même chose ou savoir, même après avoir fait un pas, pourquoi on l'avait fait. Qu'est-ce que toi tu souhaites? À quoi tu aspires pour ces recherches et ces choses que vous essayez de mettre en place? Et qu'est-ce que tu trouves positif dans ces démarches? Alors la démarche enfin l'intelligence artificielle, c'est très vaste. Donc nous, notre objectif, c'est de simplifier des processus ou de faciliter. Donc par exemple, une voiture autonome, bon, bah, ça permet de faire des déplacements qui sont quand même, enfin, individuels, donc c'est pas forcément le côté le plus vertueux, mais c'est des déplacements pendant lesquels on peut faire autre chose. C'est pas forcément conduire, c'est pas l'aspiration de tout le monde. Ça peut rendre des services. Donc nous, on considère qu'on a quelque chose à apporter dans ce domaine-là parce qu'on a une approche un peu différente qui est de se dire que pas besoin de tout réinventer. On sait déjà, il y a plein de choses on sait déjà pourquoi on fait certaines choses, donc pas la peine de réapprendre pourquoi. Ça, c'est notre approche. Après, l'IA en général, qu'est-ce que ça peut apporter? Alors, dans certains domaines, il y a plein de domaines où il y a par exemple, tout ce qui est pénibilité, tous les secteurs où les travaux pénibles, si on peut automatiser, ça peut être intéressant. Il y a tout le jeu vidéo, j'en reparle. Donc ça apporte vraiment un côté, ça donne de la variété, c'est notre sujet. Et puis après, il y a plein de domaines. En fait, je n'ai pas forcément exploré Enfin, c'est un travail qu'on fait un petit peu. Dans quel domaine on pourrait apporter des choses? Donc il y a beaucoup de choses. Par exemple, tout ce qui est simulation de foule, c'est vraiment dans tout ce qui aide à la décision. Donc c'est vraiment toujours cette idée d'aider, d'assister. Alors toujours assister un humain dans ses tâches, pas forcément. On veut pas le remplacer. Mais il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui pensent aujourd'hui que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, qui va potentiellement le dépasser. Il y a cette espèce de crainte. Qu'est-ce que tu dirais, toi, aux gens qui ont peur de ça? Alors, je dirais que oui. En fait, je peux pas enlever la crainte parce que je pense que l'IA, c'est un outil. On est dans un monde qui a pour objectif enfin plutôt actuellement, beaucoup de productivité, etc. Et donc, il y a des gens qui vont utiliser forcément, qui voient dans cet outil un moyen de concentrer les richesses et de gagner encore plus d'argent, etc. Donc là, je peux pas dire l'inverse, c'est un fait. D'ailleurs, c'est déjà le cas, puisqu'on le voit avec l'IA générative, on voit déjà qu'il y a un désir, et donc il y a une transformation un petit peu de la société, il y a un désir de gens de remplacer les humains par de l'IA. Donc ce danger, il est là, effectivement. Nous ce qu'on essaye de faire, c'est justement de ne pas être dans cette approche, donc d'essayer de toujours réfléchir au côté social et au côté éthique de l'IA. Donc il y a ce côté-là, et puis nous, il y a une autre réflexion aussi, c'est tout le côté, le danger qui est vu aussi, c'est le danger écologique de l'utilisation massive des modèles nouveaux d'IA, parce qu'il y a des modèles qui sont frugaux, dont le nôtre. Enfin, et donc on essaye d'apporter d'autres solutions. Comme je disais tout à l'heure, quand on a un problème qui est face à nous, on ne se dit pas il faut absolument qu'on impose l'IA. Il y a d'autres solutions de faire. Il y a pas forcément notre solution n'est pas forcément la bonne non plus dans certains cas. Donc donc ça, c'est aussi le danger. C'est toujours, on le voit en fait. Il y a des effets de mode, et donc là actuellement on voit que l'IA générative, elle est utilisée dans tous les domaines de recherche. C'est-à-dire qu'on a considéré, là c'est le modèle qui fonctionne et qui fait des résultats, hein, c'est indéniable, il y a des résultats
incroyable. Et en fait, tout le monde se jette dans cette recherche-là aux dépens d'autres recherches. Alors que c'est une solution à certains problèmes, mais c'est pas la solution à tous les problèmes. Même si en le tournant, on arrive à faire, je sais pas, j'ai vu des recherches où on utilise des LLM, donc qui sont plutôt pour du langage, etc. On les utilise pour faire des choses qui ont rien à voir, même de la conduite autonome. Donc c'est pas, voilà, il y a quelque chose qui tourne pas rond dans certains cas, je trouve, au niveau voilà, de l'industrie et de la recherche. Donc difficile de dire que je peux pas dire que il y a pas de crainte à avoir, parce que déjà moi j'ai ces craintes de voir une utilisation peut-être que des retours en arrière, parce qu'il va y avoir là on se rend compte, il y a plein de choses qui sont faites avec de l'IA et puis on voit que ça sert à rien ou que ça fait pas les résultats qu'on veut. Mais en attendant, il y a des gens qui perdent leur boulot, il y a de la recherche, de l'argent qui est redirigé vers des recherches que sur ces recherches-là, et donc bon, forcément c'est quelque chose il faut être vigilant. Donc il faut pas non plus être trop enfin, ne pas avoir peur. Il faut être vigilant. Je pense que faut pas être angélique sur l'IA et de se dire non non, c'est très bien, il y aura pas de problème. Alors c'est ça. Après pour moi, de toute façon, on peut pas vraiment lutter contre. Enfin, on peut lutter. Enfin, il faut toujours essayer au moins dans les discussions, d'essayer de légiférer sur des choses, etc. Mais il faut aussi réfléchir. Ce qui serait important, ce serait de réfléchir à la transformation de la société. Donc là, on est dans une société, mais c'est pareil avec l'automatisation, etc. Même sans parler d'IA. On a une désindustrialisation dans nos pays, en France notamment, et donc il y a une réflexion à faire sur la société qu'on veut. Est-ce qu'on peut pas lutter contre ça? Donc il faut trouver un moyen d'avoir une redistribution des ressources, de trouver des solutions pour que peut-être s'il y a moins de travail, on travaille moins. Donc tout ça, c'est une réflexion, je pense, qui est importante et qui, à mon sens, n'est pas assez menée. On avance en se disant c'est super, ça me permet maintenant, quand je pose des questions à mon truc, ça va beaucoup plus vite, etc. Mais bon, est-ce que c'est ça qu'on veut? Est-ce qu'on a envie d'aller plus vite?